Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. C'est le quatrième, l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité. Vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore sur le bouquet Canal+, ce numéro 575. Après tous les efforts et sacrifices consentis pour obtenir enfin le précieux sésame, le bachelier doit garder à l'esprit que ce n'est pas encore la fin de son parcours d'apprentissage. Au contraire, ce n'est que le début. Et oui, et c'est la dure réalité, c'est maintenant que commence l'école de la vie et chaque choix devient déterminant pour le reste de sa vie. Comment orienter les bacheliers? C'est l'interrogation qui nous retient pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Mimi Bossou-Sedjire. Elle est la responsable de la maison TV5 Monde. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Norbert. Ça fait un bout de temps. Ah ouais, ça c'est vrai. Comment vous allez? Ça va bien. Ça fait plaisir de retrouver les studios de Nana FM. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je suis Norbert Djougadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité, madame. Merci pour votre disponibilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, hier, j'ai posté le thème sur une plateforme et puis une de nos auditrices me demandait: que pensez-vous, madame Mimi Bossou-Sedjire, de la thématique les femmes et la décentralisation au Togo? Alors, les femmes et la décentralisation, moi-même conseillère municipale, je suis en plein dans le processus et je pense qu'il est nécessaire que les femmes prennent part aux questions de développement. Et aujourd'hui, vous savez qu'on parle de la promotion du genre, tout simplement parce qu'il faut qu'on se mette ensemble en complémentarité pour parler de la gestion de l'affaire publique. Et la décentralisation, c'est la gestion de l'affaire publique au niveau local. Et il est normal que la femme y participe, tout comme les jeunes. Parce qu'il y a des questions liées aux femmes que seules les femmes peuvent défendre, tout comme pour la jeunesse. Donc, hommes, femmes, jeunes, nous devons nous mettre ensemble pour lancer ce processus de développement que nous voulons tant. Parce que vous savez, au niveau local, les choses sont vues autrement qu'au niveau central. On est plus proche de la réalité, on est plus proche des communautés, on est plus proche des problèmes du milieu. Et c'est normal que la femme, mère base de la cellule familiale, soit présente dans ce processus. Je crois qu'on aura le temps d'en parler, peut-être dans une autre émission de long. Est-ce que c'est facile pour vous, en tant que femme, d'être en plein pied dans la décentralisation aux côtés des hommes? Bon, aux côtés, il n'y a pas de problème parce que je suis femme. Il y a peut-être un problème lié à la décentralisation de façon générale, puisque c'est une première expérience après tant d'années d'attente. Et le problème est général. En tout cas, à mon niveau, au niveau de Golf 5, nous sommes deux femmes. Et je ne pense pas que le problème se pose parce que nous sommes femmes. Nous nous défendons. Non, en tout cas, moi particulièrement, on ne me brime pas parce que je suis femme. Je suis avant tout une citoyenne qui a sa place dans la commune et j'y suis comme cela. Alors, comme le dirait l'autre, c'est peut-être par rapport aux obédiences politiques. Je suis indépendante, oui, je reste indépendante. Donc les affaires politiques, je ne m'en mêle pas trop. Et au niveau décentralisation, je crois qu'il faut qu'on en arrive à dépolitiser la gestion au niveau local. Sinon, ça biaise un peu les choses. Si il faut prendre les décisions politiquement, ce qu'on ressent parfois. Et c'est normal pour les politiciens. Mais pour nous, acteurs et actrices de développement, ça pose énormément de problèmes parce que il y a parfois des décisions qui doivent rentrer dans la ligne politique de tel ou tel parti et qui ne soient pas forcément en adéquation avec les réalités du milieu. Mais bon, je crois que nous sommes dans un processus et comme nous le disons, nous sommes les cobayes, nous sommes venus mettre les choses en place. Je pense qu'à travers notre expérience et tout ce qui se pose comme problème, parce qu'il y en a énormément, on voudrait mieux faire que ce qu'on fait aujourd'hui. On est conscient qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, mais les problèmes ne dépendent pas forcément de nous qui sommes là, mais les problèmes, en tout cas, on en reparlera. Vraiment. Voilà. Alors, madame, revenant au thème qui nous réunit ce matin, cette année, on a constaté une augmentation des taux de réussite aux examens nationaux. Il faut dire félicitations aux acteurs du système éducatif dans notre pays.
Oui, on doit féliciter les acteurs. Je vais commencer par le gouvernement parce que nous avons eu une année assez paisible, hein. Les choses se sont déroulées normalement, les enfants sont allés au cours, les cours ont été dispensés, les examens ont été organisés. On félicite le gouvernement pour cela avec à la tête le Premier ministre et plus haut le chef de l'État et plus particulièrement le ministère en charge de l'éducation avec à sa tête le ministre Kokoroko. Nous devons également féliciter les éducateurs, les enseignants qui se donnent à la tâche. Le métier d'enseignant, je ne suis pas enseignante, mais mes parents ont été enseignants et je sais que ce n'est pas facile de gérer les humeurs des élèves, de préparer les cours. En tout cas, ce n'est pas facile. Je parle de façon générale parce que tous les enseignants ne sont pas à niveau, il faut qu'on le reconnaisse. Et nous les félicitons pour avoir assuré l'année, pour avoir transmis le savoir, les connaissances aux élèves, aux apprenants, pour qu'on ait les résultats que nous avons aujourd'hui. Je voudrais féliciter également les parents. Les parents qui se sont donnés pour leurs enfants, qui les ont scolarisés, qui les ont accompagnés, qui ont fourni le nécessaire, les outils nécessaires pour que les enfants soient sereins pour aller jusqu'à la fin de l'année. Je précise encore que je parle de façon générale parce que tous les parents n'ont pas assumé leurs responsabilités. Je voudrais féliciter enfin les apprenants eux-mêmes qui, pendant 9 mois, se sont sacrifiés, se sont donnés à la tâche, sachant que c'est comme cela qu'ils préparent leur avenir. Et donc, je voudrais les féliciter. Les félicitations, j'ai cité les acteurs pêle-mêle, hein, mais je félicite tout le monde au même niveau parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes. Je félicite donc tout le monde. Néanmoins, je crois qu'il y a quand même à dire, de façon générale, on félicite, mais s'il faut aller en détail dans les choses, il y a certainement des questions à se poser sur, vous en parlez tout à l'heure, l'inadéquation de la formation avec l'emploi, tout ce qui se passe en milieu scolaire avec, vous savez, la drogue qui rentre dans l'école, les enfants qui deviennent indisciplinés et tout le reste. Ce sont des détails qui ne sont pas à ignorer, parce que ça a un impact quand même sur l'instruction, l'éducation des enfants. Donc oui, félicitons tous les acteurs, voilà. Alors, mais quand même, l'année n'a pas été fructueuse pour tout le monde. Il y a ceux qui ont échoué. Alors, qu'est-ce qui peut, selon vous, être la cause et quels doivent être les comportements des parents et des enfants eux-mêmes face à l'échec? Alors, l'échec. Cette année, particulièrement, les taux de réussite sont assez élevés. Les chiffres, CEPD près de 98%, BEPC près de 82%, Bac 1 près de 78-79% et le Bac de 79%. Ça interroge. Ça interroge surtout quand nous regardons le niveau des élèves. J'en ai dans mon entourage. Il y a une là qui a réussi, elle a passé l'oral, elle est toute contente. Mais quand je vois son niveau, je dis, ben, les professeurs à l'université vont avoir des problèmes. Même, non, mais il y a à s'interroger sur le pourcentage. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe quand on part d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, où pour atteindre les 50%, c'est compliqué, c'est difficile. Oui, nous ne souhaitons pas que les enfants échouent. Tous les élèves vont à l'école pour réussir. Mais bien réussir, vous savez, quand nos apprenants, quand les élèves, quand les étudiants quittent le Togo pour l'étranger, surtout pour la France, dans les premières années, ils sont les meilleurs. Parce que nous avions une éducation qui est quand même assez solide. Et quand on dit que la personne a son bac, c'est que la personne a un niveau. Mais aujourd'hui, bon, ok, on peut accepter que peut-être ils sont tous bons, ce que je ne pense pas vraiment, mais félicitations à eux. Maintenant, ceux qui ont échoué, parce que le taux est élevé. Et quand c'est comme ça et qu'on échoue, ben on se dit donc je suis nul. En réalité, il faut analyser les causes de cet échec, aussi bien l'apprenant que le parent. Alors, qu'est-ce qui peut causer l'échec? Naturellement, quand on paresse, les paresseux vont naturellement
échouer. Mais il n'y a pas que les paresseux qui échouent. Il y a par exemple ceux qui ont mal choisi leur orientation. On va certainement en parler puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Ceux qui se sont mal orientés, qui ne se retrouvent pas dans la filière dans laquelle ils sont. Naturellement, ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas qu'ils sont idiots, mais c'est que ce n'est pas leur place. Il y a une image qui circule souvent sur les réseaux sociaux où vous voyez, on a mis tous les animaux, les éléphants, les singes, les poissons, et on leur demande de grimper à un arbre. Un poisson, c'est-à-dire quand vous mettez un poisson et un singe et vous dites compétition, montez à un arbre, naturellement, le poisson va échouer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon ailleurs. Mettez-le au bord de l'eau et vous verrez qu'il est le meilleur. C'est en fait ce qui se passe aussi. Quand l'enfant n'est pas dans son univers, il ne comprend pas, il peut échouer. N'ignorons pas aussi le fait qu'il y a des enseignants qui sont la cause des élèves. D'abord, peut-être que le savoir est mal transmis, ou des enseignants qui terrorisent les enfants, ou les enfants ne se retrouvent pas. Donc, il y a à analyser les causes de l'échec. Oui, l'échec est arrivé, on est frustré, on est en colère, mais il faut l'accepter. Le vin tiré, il faut le boire. Mais après, il faut s'asseoir et se demander qu'est-ce qui se passe. Et c'est souvent au niveau des parents que la frustration, tout ce qu'on a dépensé pendant toute l'année, on se dit, on déverse cette colère-là sur l'enfant. Comment tu as fait, tu es nul, tu as gaspillé mon argent. Et c'est là que le bas blesse. J'ai vu une vidéo la dernière fois où un jeune, je ne sais pas si c'est le Togo, mais je sais que c'est dans la sous-région, où le jeune est monté, parce qu'il a échoué au bac, il est monté sur un poteau électrique, a sauté. Je ne sais pas s'il voulait vraiment se tuer, parce qu'il y a une maison d'aller à côté, je me disais peut-être qu'il voulait tomber sur la dame, mais qui s'est cogné, il est tombé, il en est mort. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je dis non. Non. À qui la faute? Je ne sais pas trop, mais est-il que les enfants doivent comprendre que quand vient l'échec, il faut l'analyser et se demander pourquoi j'ai échoué. Et au niveau des parents aussi, se demander pourquoi mon enfant a échoué. L'échec n'est pas fatal. Hein. Moi, je ne peine pas, je ne cache pas à dire aux jeunes, j'ai échoué au BPC. Pas parce que j'ai fait de la paresse, mais j'ai échoué au BPC. Mais monsieur Norbert, je vous assure, aujourd'hui, je me demande si je n'avais pas échoué au BPC, qu'est-ce que je serais devenu? Parce que mon échec au BPC, alors que je m'y attendais le moins, a été le déclic de tout le reste. Alors, je n'ai plus échoué, mais j'ai fait le lycée très bien, j'ai réussi très bien au lycée et ça a déterminé tout le reste de mon parcours. Parfois, l'échec réoriente. Et donc, ayons du recul par rapport à l'échec, surtout les parents qui doivent accompagner les enfants. Dans ce cas-là, ben, quand l'enfant a été paresseux, on lui dit, étudie, il va jouer. Je suis d'accord que le parent lui fasse des remontrances. On ne va pas quand même les cajoler tout le temps. On ne va pas se dire l'échec n'est pas fatal. Et donc, un enfant qui fait de la paresse, on va lui dire, non, bravo mon enfant. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. L'enfant fait de la paresse, il assume, on le met devant ses responsabilités, mais il faut analyser l'échec avant de réagir. Alors, madame, l'épineux problème aujourd'hui, c'est l'inadéquation emploi-formation, surtout pour les nouveaux bacheliers. Vous l'avez si bien dit par rapport à l'orientation. Maintenant, la question qui se pose, comment orienter les élèves? C'est un grand défi actuellement. Et cette orientation, ça commence déjà peut-être depuis l'école primaire, hein, mais beaucoup plus au collège. Généralement, aujourd'hui, les élèves, les apprenants s'orientent pour plusieurs raisons non fondées parfois. Ok, je viens d'avoir le bac. Ils viennent d'avoir le bac. D'ailleurs, demandez-leur, c'est maintenant qu'ils se posent la question de qu'est-ce que je vais faire à l'université. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas pris le temps de demander qu'est-ce qu'il y a comme formation, qu'est-ce qu'il y a comme filière après le bac. Ce qui devait se faire depuis le collège. Pourquoi je dis depuis le collège? Je vais faire la médecine à l'université. Avant de faire la médecine, je dois faire la série qui correspond à la filière médecine, notamment la D et la C. Je ne peux pas
parce que, bon, comme ça, je fais la A et puis après, je vais être médecin et puis je m'oriente en A. Les maths les mathématiques et la physique, chimie de la série A n'a rien à voir avec ce qui se fait en série D et encore moins ce qui se fait en série C. Or, ce sont ces séries qui orientent vers la médecine. Ça veut dire que l'orientation dépend de qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je veux être médecin, je veux être enseignant, je veux être avocat, je veux être artisan, etc., etc. En fonction de ça, je choisis ma série au lycée. Mais avant de choisir ma série au lycée, si je veux faire la C, je veux faire la D, on regardera mes notes de maths, de physique, du collège. Vous comprenez donc que ça commence au collège. Et c'est comme cela que l'orientation doit se faire. Et ça ne suffit pas, les notes ne suffisent pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux devenir, je ne sais quoi, je veux devenir, qu'est-ce que je peux? Je veux devenir astronaute. Quels sont les moyens de mes parents aujourd'hui? Est-ce qu'on a la filière qui conduit à l'astronomie au Togo? Je ne peux pas rester là, vouloir devenir astronaute, alors qu'il n'y a rien autour de moi ici qui m'oriente vers l'astronomie. Donc, il y a des questions à se poser, jusqu'à la condition des parents, jusqu'aux moyens. Mes parents peinent peut-être à m'inscrire au lycée. Je ne dis pas que les enfants ne doivent pas rêver. On doit rêver, mais il faut aller étape par étape. Je veux devenir astronaute, mais pour l'instant, avec mon environnement, les conditions de mes parents, mes conditions propres, je ne peux pas m'orienter vers l'astronomie maintenant. Je fais peut-être ceci d'abord, et pendant que je fais ça, je me prépare, parce que peut-être il faut partir. Il y a autant de questions à se poser. Je viens tantôt de parler des matières. Je ne suis pas forte en matière littéraire, et je voudrais devenir enseignant de français, par exemple. Ça ne marche pas. Donc voilà, il y a énormément de questions à se poser. Et pour ceux qui sont au collège maintenant, Dieu merci, ce n'est pas encore tard. Et les élèves et les parents doivent comprendre que dès le collège, l'enfant commence son orientation. Ceux qui sont au lycée peuvent encore se rattraper pour peut-être s'orienter vers des filières techniques. Parce qu'il en manque, quand vous voyez le nombre, ceux qui ont passé le bac, lycée, et comment dire, les filières techniques par rapport à l'enseignement général, c'est très peu. Alors que de plus en plus, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'artisanat qui prend sa place, on parle d'agro-business, on parle d'économie bleue. Il y a de nouveaux métiers qui se créent. Il y a des métiers qui vont disparaître avec la venue de Covid. Aujourd'hui, le monde s'est digitalisé, se numérise davantage. Il y a beaucoup d'ouverture dans le monde numérique. Les enfants doivent être informés, les parents doivent être informés des nouveaux défis, des nouveaux métiers de l'heure. Il y a énormément de métiers qui se créent aujourd'hui et dont les enfants ne sont pas au courant. Alors, on va donner la possibilité aux auditeurs et après on revient sur la thématique, mais après la courte pause. 91 09 71 71, nous avons un premier auditeur en ligne, NFM. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oui. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé, comment vous allez? Oui. Bon, concernant l'éducation des enfants, je pense que on a tant parlé de ça. Seulement que le gouvernement est petit de communication. Il n'y a même pas le ministère de l'éducation civique qui passe qu'il y en a. Il n'y en a pas. Bon, et ce que je voudrais dire, l'enfant, parents, le gouvernement, les trois ont leur responsabilité, ont leur rôle à jouer dans l'éducation de l'enfant. Un enfant né
dans la main de sa maman, il tombe automatiquement à l'état civil qui devient pour l'État. Alors, qu'est-ce que l'État fait? Si nous avons à l'école, l'enfant va à l'école, il a une bonne éducation, il va à l'école, s'il tombe dans les rues, il est militaire, Dieu les feux rouges. Vous les voyez, il Dieu les feux rouges devant les enfants. Il se trouve maintenant ce qu'il a appris à l'école. Si on Dieu des lois dans le pays, se trouve ce qu'il a appris à l'école. Allô? Allô? Oui, revenez au thème, s'il vous plaît. Le thème est là. Il ne faut pas qu'on dise que le thème, ce qu'on développe, il faut trouver ça dedans. Bon, maintenant, quand vous parlez de l'éducation, il faut que l'État accompagne aussi les parents, aussi même la société civile dans le pays. C'est l'État qui a le grand rôle. Maintenant, c'est une préoccupation. Je voudrais aller à la deuxième préoccupation pour madame, quand on parle de la femme et la décentralisation. Alors, par rapport à la femme et la décentralisation, là, ce sera une autre émission. Aujourd'hui, on veut parler de l'orientation des enfants, surtout les nouveaux bacheliers. Merci pour... Ok, c'est bon. Donc, est-ce que je peux dire tout ça? D'accord, merci. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Mas. Excusez-moi. Le thème du jour, c'est les réussites des examens. Oui, et puis comment orienter surtout les nouveaux bacheliers? Ok, d'accord, oui. Je voudrais faire un petit parallèle, excusez-moi, avec l'introduction que vous avez faite avec madame. C'est très bref. Quand on parle d'égalité des genres et qu'on demande de favoriser les femmes, je pense qu'on demande quelque chose de son contraire. Et je voudrais rebondir par là pour tomber dans le sujet du jour. Je pense que c'est la même chose qui se passe maintenant. Aux examens, nous avons des taux au-delà de 80%. Est-ce que c'est une bonne chose que nous faisons pour nos enfants? Parce que quand je prends par exemple les examens officiels, CEP, BPC, probatoire, j'entends que ça sera supprimé et puis le bac. Je prends 100 élèves qui ont le CEPE. Si d'ici là au bac, ils sont 80, ça veut dire que nous avons échoué. Normalement, pour moi, quand ils sont 100 au CPE, il faudrait retrouver à peu près 30 au bac. Parce que je pense que nous formons des aigris. Quelqu'un qui a son bac, bac plus 3, bac plus 4, bac plus X, et qui après se retrouve conducteur de taxi-moto. Et je vais dire par là que les conducteurs de taxi-moto, c'est les moins courageux. Parce que j'en connais qui, après leur licence, sont redevenus apprentis. Apprentis menuisiers, maçons, ainsi de suite, ainsi de suite. On aurait pu les orienter depuis le BPC. C'est l'apport que je voudrais, ma contribution que je voudrais apporter pour que madame nous donne son appréciation dessus. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Papa Sibiti. La pédagogue, grande pédagogue. Voyez, vous venez de parler, je vous estime beaucoup. Vous avez parlé avant, quand on a en France, on est premier. Je veux parler de l'instruction, pas d'éducation. Ouais. Le thème l'exemple que vous avez choisi entre le singe et le poisson, non. Excusez-moi, je vous fais très bien, mais je ne sais pas. Chacun est dans son rôle. Troisièmement, ce que je voudrais dire, le meilleur orientateur, c'est l'élève. Vous venez de le dire. Là où je suis d'accord avec. Et puis le CP1, ou bien au C1,
l'enfant, il se choisit. Je veux être ingénieur, je veux être infirmier, je veux être assistant agricole ou bien vétérinaire. Par exemple, moi, j'ai pu devenir par rapport à ce que je vois au père. Le parent ou le professeur ne te guide. La psychologie même, quand elle vous dit, vous avez 10 en mathématiques, quelquefois on vous oriente là-bas, vous allez jouer. Attends, je ne vais pas vous demander c'est vrai ou faux. Il y a des situations. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est le professeur. Quand vous avez votre classe 30, est-ce que c'est eux qui ont réussi? Vous devez vous remettre. Posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nos professeurs, nos enseignants, ils ne veulent que gagner du temps. Qu'est-ce que le maître fait quand il fait cette activité? L'élève doit faire l'activité. Donc l'orientation est donnée par du coup conclure. C'est l'élève. Les parents et le professeur ne feront que guider parce que si vous ne le guidez pas, il peut échouer. Lui-même, il est déjà formé. Il dit que je vais être temps. Et quand il a le courage et la persévérance, il arrive. Mais A ne peut pas être hanté. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On prend le tour des auditeurs. Nana FM, allô? Allô? Armand, bonjour. Bonjour, Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Armand. Il faut dire que, actuellement, surtout concernant nos pays en voie de développement, l'orientation est vraiment très importante. Est cruciale, même, je dirais. Parce que le problème, il faut aussi voir le côté de l'adéquation de l'éducation avec l'emploi. Parce qu'il ne sert à rien de former des gens qui seront après des chômeurs. Par exemple, quand on constate aujourd'hui, c'est vrai que ça a un peu diminué, les littéraires, il y en a vraiment beaucoup. Or, nous constatons que l'administration ne recrute plus autant. Il va falloir, quand on regarde du côté de l'Asie, certains gouvernements asiatiques ont fait d'une manière, d'abord, il faut dégraisser complètement les programmes à l'école. Il n'est pas vraiment important qu'un élève puisse maîtriser tous les pans de la connaissance éducative. C'est-à-dire, je veux dire, concernant par exemple l'histoire, vous voulez former un ingénieur, est-ce que vraiment il a besoin de connaître l'histoire de, je ne sais pas, des Français, de Louis XIV, et tout ça? Non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lui donner le minimum et accentuer le savoir au niveau de la pratique même de son travail. Je pense que c'est vraiment cela qui va sauver, surtout nous, les pays africains, comme l'a fait la Chine. Merci à vous aussi. Je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à madame de répondre. Madame, quand Armand pense qu'il faut revoir les curricula de formation? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Vous savez, avant, quand on apprenait l'histoire de France, l'histoire des États-Unis, les reliefs des États-Unis et autres, peut-être je peux comprendre avant, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle où tout cela se retrouve sur Internet et qu'on peut retrouver toutes ces informations très facilement sur Internet, je ne vois pas pourquoi on ne va pas former les jeunes au numérique, à savoir faire les recherches pour que, en dehors de l'école, pendant qu'ils sont dans le pratico-pratique à l'école, qu'ils complètent cela avec leur propre curiosité en allant chercher. C'est nécessaire de connaître le monde. Le monde est devenu un village planétaire, comme on le dit. Il faut avoir une culture générale. Mais passer du temps à apprendre ces choses qui, je ne sais pas, qui apportent peut-être quelque chose dans notre culture, mais pas forcément dans ce dont nous avons besoin. Il y a, entre les anglophones et les francophones, il y a cette différence-là, que les anglophones vont sur du pratique, alors que nous restons encore sur trop de théorie. Et donc, je suis d'accord avec lui qu'on aille sur du pratico-pratique. Alors, quand il pense qu'aujourd'hui, on forme des chômeurs, Masda Dido Gomé, lui, il parle des aigris, où on forme des gens qui, bon, voilà, en fin de compte... C'est là que nous parlons d'orientation, parce que en ce moment où nous parlons de chômage, je vous dis qu'il y a des jeunes ici, à Lomé, et nous allons en parler lors de notre conférence qui arrive
Demain déjà pour les femmes et le 18 août pour les... Nous allons leur en parler. Des jeunes sont là au Togo aujourd'hui et ont le choix entre le travail qu'ils ont fait. Parce qu'ils savent utiliser Internet, parce qu'ils savent utiliser les réseaux sociaux et qu'ils maîtrisent l'anglais. C'est cela qu'il faut dire aux jeunes. La fonction publique ne recrute plus autant. Même le privé ne peut pas... Vous savez combien ils sont? Ne serait-ce qu'à l'université de Lomé, la dernière fois j'apprenais 75 000. Ceux qui viennent d'obtenir le bac vont s'y ajouter. Tout ce monde va travailler où? Dans l'artisanat, il y a encore de la place. Je suis d'accord avec celui qui a dit que aller à l'apprentissage, oui. Aujourd'hui, les gens ont le bac et s'orientent vers l'apprentissage. Et pendant que lui, il a eu son master en je ne sais quoi et qu'il est là à chômer avec son diplôme, ouais, je le répète, le diplôme n'est qu'un papier. Il est là à chômer et a dit, je n'ai pas trouvé de travail. Pendant ces 4 ans-là, celui qui, ou bien pendant, il est resté 3 ans à la maison sans trouver du travail. Pendant ce cas, quelqu'un est déjà reparti en apprentissage, a fini, a son atelier, commence à travailler et à son entreprise parce que, ayant fait le bac, ayant fait peut-être la licence avant d'apprendre un métier, il est plus ouvert et organise son entreprise autrement que la façon classique de le faire. C'est aussi ça la différence. Qu'on ne se focalise pas aujourd'hui, dans le monde actuel, pour se dire, je vais à l'école, j'ai mon diplôme, j'ai l'honneur, je dépose, j'attends qu'on m'appelle pour trouver du travail. Ils vont attendre à vie. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Les 45 minutes ne suffisent pas pour qu'on parle suffisamment d'orientation, mais on donne des pistes. Alors, Papa Sibiti également, qui pense que le premier orientateur, c'est l'enfant et que les parents et les enseignants ne sont que des guides. Oui, il a raison. On ne va pas travailler à la place de l'enfant. L'enfant a sa personnalité, a ses propres compétences, a ses talents que l'école développe, que les éducateurs accompagnent, que les parents accompagnent. Le premier choix revient à l'enfant par rapport à, je l'avais dit, ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire. Et c'est dans cela qu'on l'accompagne. Or, les enfants eux-mêmes se perdent, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils sont entraînés par les mauvaises compagnies. Ok, ma copine veut faire ça, je vais le faire pour qu'on reste ensemble. C'est là le problème. Chaque enfant a sa personnalité. Mon enfant ne peut pas faire la même chose que moi. Nous n'avons pas les mêmes compétences, etc. Oui, je suis d'accord. Le premier rôle revient à l'enfant. Sauf que l'enfant reste enfant jusqu'à un certain niveau et a besoin qu'on l'accompagne pour réussir son orientation. Et quand Pélé lui pense Vous permettez que je dise à Papa Sibiti que quand je donne l'exemple du poisson et du singe, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas comparer les gens. Là où le poisson peut réussir, le singe ne peut pas réussir. C'est juste des exemples. Et j'ai pris quelque chose qui circule. Mais on va peut-être dire, on ne peut pas prendre 2 personnes avec des talents différents, des compétences différentes, et les comparer devant une situation, devant un emploi, etc. C'est ce que je voudrais dire. Ce n'est pas pour mépriser. Voilà, Pélé pense que le gouvernement doit, dans ces cas-là, accompagner les parents. Bon, accompagner les parents, oui. L'État crée le cadre, l'école, mais les enseignants. Lui-même l'a dit, l'État a sa part à faire et l'État le fait. Les parents ont leur part, l'apprenant a sa part. Chacun a sa responsabilité. Et c'est la mutualisation de tous ces efforts-là qui font des aides accomplies. Et je suis d'accord avec lui que, au-delà de qui nous sommes pour nous-mêmes, nous sommes avant tout des citoyens d'une communauté, d'un État, et nous contribuons au développement de cet État-là. Et donc, il a raison de dire que pour que le citoyen puisse accomplir son rôle de citoyen accompli pour l'État, oui, l'État doit veiller à ce que les hommes et les femmes soient bien formés, soient bien éduqués. Alors, madame, votre structure organise plusieurs événements, surtout à l'endroit des élèves en ces périodes de vacances. Maintenant, que prévoyez-vous pour ces enfants dans le cadre des vacances de l'année 2023? Puisque nous parlons aujourd'hui d'orientation et de bachelier, je vais parler de nos conférences. Demain déjà, à partir de 8h30, à Agora Senghor, c'est la rencontre avec les jeunes filles que nous appelons Femmes Ensemble. Et nous mettons devant elles. Moi-même, je serai dans le panel avec
de très jeunes filles, je vous dis de 21 ans à 30 ans, qui sont à des postes ici au Togo, qui vont leur dire comment elles en sont arrivées là. Et il y a également un prof, j'espère qu'il va arriver dans nos murs aujourd'hui, il est professeur d'université en France, il est sénégalais, qui juste pour l'événement descend pour parler aux jeunes femmes africaines que sont nos jeunes filles. C'est-à-dire pas que togolaises, au-delà du Togo, elles sont de jeunes femmes africaines qui doivent défendre l'Afrique, le Togo, et il vient. On espère qu'il va arriver, il va bien arriver aujourd'hui pour être avec nous demain. Et le 18 août, au Palais des Congrès, on reçoit et les jeunes filles et les jeunes garçons dans la conférence des jeunes leaders. Et là, on va parler d'orientation, des nouveaux métiers, des trucs et astuces, de toutes les opportunités cachées que les jeunes ignorent aujourd'hui dans leur culture, dans l'artisanat, même dans les fonctions publiques internationales, dans la fonction publique nationale. Il y a tellement de choses, d'opportunités qui existent aujourd'hui. Moi, je vous dis, il y a une jeune femme, elle sera dans le panel demain et même à Confégène, qui a refusé un travail du Bureau international du travail. Vous pouvez imaginer pourquoi? Tout simplement parce qu'elle avait le choix et a pu faire son choix. Elle est aujourd'hui représentante Afrique d'une société, mais elle est au Togo, 30 ans. Comment elles font ces filles-là? Comment ils font ces jeunes-là? C'est ce qu'ils vont leur dire. La discipline, ce n'est pas seulement aller à l'école, ça ne suffit pas. Il y a tout ce qui tourne autour, jusqu'à comment tu vis à la maison, avec toi-même, avec tes parents. Tout cela concourt au bien de l'individu dans la vie active, dans le monde professionnel, et nous voulons les mettre sur les bonnes pistes à travers ces conférences-là. Je laisse tomber tout ce que nous faisons à la maison TV5 Monde pour accompagner les enfants, les ados qui sont là actuellement pour faire différentes activités qui vont des activités manuelles à tout ce qui est culturel, pour me concentrer sur ça. Je voudrais inviter les parents, franchement je voudrais les inviter sincèrement à inscrire leurs filles. Pour demain, il y a encore quelques places pour demain à Agora Senghor. C'est 3 000 francs. C'est 3 000 francs. Vous n'avez pas les moyens, contactez-moi, on va en parler. Et pour Confégène le 18 août, je voudrais qu'ils viennent. Même les parents, venez. Monsieur Pelé, Monsieur Max, Papa Sivitier, Monsieur Armand, je vous invite, vous serez mes invités si vous le voulez bien demain. Quand bien même c'est avec les filles, venez. Et s'il le faut, vous pouvez prendre la parole pour vous dire à nos jeunes filles ce que vous pensez. Parce que je vous suis sur les radios et vos analyses, vos réflexions me plaisent très bien. Je vous suis. Vous serez mes invités personnels si vous voulez bien. Contactez-moi si vous avez le temps. Venez et ensemble, on va parler à nos jeunes filles. Et le 18 août, venez et vous allez voir ceux qui seront devant les jeunes pour leur parler. À la fin, si un enfant ne se pose pas la question, mais pourquoi pas moi? Alors l'enfant ne sait pas encore là où il va. Parce que qu'on le veuille ou non, hein, il y a ceux qui vont prendre conscience maintenant. Il y a ceux qui vont prendre conscience après. Il y a ceux qui prendront conscience plus tard. Mais est-il qu'il faut le leur dire? Il faut le leur dire. Il faut éveiller leur attention, leur conscience sur le monde actuel, les changements qui sont opérés. C'est pour ça que le thème de tout le programme, c'est relever les défis de la nouvelle ère. Nous sommes dans une nouvelle ère et il faut qu'on relève les défis. Et les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. Nous parlons d'instruction, mais nous parlons aussi d'éducation. Papa Sibiti l'a si bien dit, l'instruction n'est pas l'éducation. Il y a une différence. À l'école, on reçoit l'instruction. On nous donne les bases, mais l'éducation, c'est un tout. Et pour cela, j'invite les parents vivement à inscrire leurs filles et leurs garçons à ce programme-là. Alors, nous avons pratiquement 1 minute. Si vous avez un message, surtout au-delà des invitations, vous parliez entre-temps des activités manuelles pour permettre aux enfants de ne pas désapprendre pendant les 2 mois de vacances. Pas forcément pour ne pas désapprendre, parce que si on dit pour ne pas désapprendre, c'est qu'on retourne sur tout ce qui est activité académique. Non, là, c'est beaucoup plus pour développer leur talent. Quand ils font la peinture, quand ils font le dessin, quand ils font la cuisine, quand ils font la musique, quand ils font la danse et tout, c'est pour développer d'autres talents. Des talents qui ouvrent aussi sur des métiers dont les gens vivent aujourd'hui. Quand nous parlons d'artisanat, de culture, les gens en vivent aujourd'hui.
Donc, c'est pour ouvrir leurs yeux sur ces choses-là, développer leur talent, leur donner une ouverture d'esprit, ouvrir leurs horizons. C'est pour ça que nous organisons ces activités-là. Il y a énormément de choses. Hein. Ils font même de la robotique. Même à la première séance, la dernière fois quand je suis allée les regarder, ils ont même pu confectionner. Ils étaient contents d'avoir pu créer, allumer une ampoule par eux-mêmes en branchant les choses. On fait tout cela. C'est pas de l'électricité, mais on va vers la robotique où ils vont sur Internet pour créer des choses et faire animer. Et ils créent même comment on appelle, les feux rouges, les feux tricolores. Ils arrivent à créer des choses comme ça où ils peuvent alterner les couleurs qui s'allument. Donc ce sont des choses qui éveillent l'esprit des enfants. La différence entre nous, nos enfants ici et les enfants de l'Occident que nous, et les enfants de l'Occident, c'est ça, c'est la pratique. Quelqu'un a parlé de Chine. La Chine a développé TikTok et autres, mais vous savez que le TikTok qu'eux ils utilisent n'est pas la même chose que nos enfants utilisent pour se déshabiller devant les gens avec cette histoire d'influenceurs qui les mène vers autre chose. Je pense qu'on aura le temps de une autre émission pour parler des influenceurs. Voilà. Il faut qu'on en parle. Merci à Madame Mimi Bosso, responsable. Je peux laisser un numéro s'il vous plaît. D'accord. Et 70. Oui. 32 70 32 68 12 pour ceux qui voudraient s'inscrire. Merci à Nestor Gros et bonne suite de nos programmes.